Bon, l'emploi de l'expression « the archival turn » souligne depuis les années 90 l'importance des travaux interdisciplinaires liés à tout ce qui relève des archives. Une de ces tendances universitaires qui apparaissent et disparaissent régulièrement, nourrie surtout par le mal d'archives Archive Fever de 1995 de Derrida. L'envergure de cette tendance ou tournant a été telle que l'on pourrait aujourd'hui constituer une archive des études archivistiques. Mais qu'en est-il de la Cendrillon de cette histoire, la bibliothèque ? De nombreuses études sur la bibliothèque ont vu le jour depuis une dizaine d'années, la plupart d'entre elles la revisitant dans le cadre de nouvelles technologies numériques. En parallèle, ont paru des textes littéraires qui nous proposent une autre vision de la bibliothèque. Dans le cadre de cette communication, je souhaiterais aborder deux questions. Qu'est-ce que ces représentations littéraires ont en commun ? Comment remettent-elles en jeu l'imaginaire de la bibliothèque ? Plus ambitieusement, j'aimerais que cette communication ouvre des pistes de réflexion susceptibles d'engendrer, sinon un mal de bibliothèque, du moins une petite hausse de température. Pour ce faire, je me référerai à des romans publiés entre 2001 et 2015. Et vous avez on dit en anglais handout, j'ai aucune idée ce que c'est en français. Un exemplier, voilà, j'ai distribué un exemplier. J'espère que tout le monde en a une copie. Bon, vous avez la liste de romans et la bibliographie sur l'exemplier. Donc, les textes, très rapidement, c'est Biblioquette de Stephanie Benson, c'est un polar français. Deux textes de Carlos Ruiz Zafón, Murakami Kafka on the Shore, The Librarian de Mikhail Elizarov, c'est un auteur ukrainien, et la série de romans de Jasper Fforde qui ont pour protagoniste Thursday Next, History of the Rain de l'Irlandais Niall Williams, S de J.J. Abrams et Doug Dawes, et finalement, changement de média, deux épisodes de Doctor Who, Silence in the Library et Forest of the Dead. Comme on pourrait s'y attendre, ces textes mettent en scène des bibliophiles. De plus, ils représentent tous des bibliothèques qui ne contiennent que des livres imprimés et insistent sur l'importance du livre comme objet matériel. Les exemples sont nombreux, mais je me limiterai à un petit échantillon représentatif. Ruth Swain, narratrice de History of the Rain, détaille avec une attention amoureuse les traits physiques, sensuels des livres de la bibliothèque que son père lui a légués. On apprend ainsi qu'une édition d'Oliver Twist smells amazingly like toast, et toutes les citations sont sur l'exemplier, ou qu'une Bible est black and soft with featherlight pages. History of the Rain établit par ailleurs une opposition entre l'analogique et le numérique. C'est sans équivoque que la narratrice constate « I'm not an e-person or an I-person » ou qu'elle évoque sur un ton à la fois ironique et nostalgique « old-style finger and blackened wet thumb googling ». Ça veut dire comme ça. Pour la narratrice, un livre n'a de valeur qu'en tant que chose not vague or virtual, but something you can hold and feel and smell. Cette position se passe d'ailleurs de toute justification. En fait, la narratrice nous jette à la figure « you either get it or you don't ». On pourrait dire que cette opposition entre l'analogique et le numérique se transforme je dirais trop facilement, en opposition entre matériel et immatériel. Rappelons que le mot dématérialisation, qui n'est pas facile à dire, que le mot dématérialisation s'emploie maintenant comme synonyme de numérisation. Néanmoins, tout livre imprimé, bien sûr, aujourd'hui, et ceci depuis des années, est le produit d'une technologie numérique, qu'il s'agisse du code barre, de l'imprimerie, des stratégies de marketing, des ventes en ligne ou des versions e-book. History of the Rain, évidemment, est disponible sur Kindle. Et comme nous le rappelle James Gleick, le soi-disant immatériel dans l'univers numérique dépend à son tour d'une infrastructure bien concrète pour le stockage et le traitement d'informations. Et c'est la citation sur l'exemplier. En ce qui concerne le rapport entre le numérique et l'analogique, dans les textes littéraires dont je parle aujourd'hui, la position prise de la narratrice dans History of the Rain est une exception. Il est vrai que les autres textes mettent aussi en valeur le livre en tant qu'objet, mais ils traitent des rapports entre le numérique et le codex de façon bien plus nuancée.
Si c'est la narratrice qui chante les louanges du livre objet dans History of the Reign, c'est le lecteur de S de Abrams et Dost qui est continuellement confronté au livre matériel. Tout d'abord, le coffret intitulé S recèle un livre, Ship of Theseus, dont la couverture est un peu usée, les pages jaunâtres, présenté sous forme de livre de bibliothèque, marqué à coups de tampon « Book for Loan », avec une cote ainsi qu'une fiche notant les dates de sortie. Glissés entre les pages se trouvent une vingtaine de documents, lettres, cartes postales, articles de journaux, qui tombent forcément par terre chaque fois que le livre est feuilleté. Il est donc impossible d'oublier qu'on manipule un objet matériel. Mais tout se complique lorsqu'on passe de l'admiration pour l'objet à la lecture. Pardon, j'ai un peu perdu ma place. Car chaque page est couverte d'annotations marginales, écrites par deux étudiants, Jen et Eric, constituant une deuxième intrigue à suivre. Alors, comment s'y prendre? Lire le texte imprimé en ignorant les annotations, essayer de lire les deux en même temps, une page à la fois. Les annotations datent de périodes différentes, indiquées par la couleur de l'encre. Faudrait-il donc lire les bleus avant les rouges? Abrams et Dorst ont produit une forme hybride paradoxale, un ersatz de romans numériques sous forme de vieux livres de bibliothèque imprimés qui proposent aux lecteurs des trajets de lecture multiples. Même les documents insérés fonctionnent d'une certaine manière comme des ersatz imprimés de liens hypertextes qui nous introduisent à d'autres textes au cours de la lecture. Dans les épisodes de Doctor Who, lorsque les usagers de la bibliothèque en majuscule parce que la bibliothèque est toute une planète, lorsque les usagers de la bibliothèque se voient menacés par des créatures anthropophages, l'ordinateur les sauve en les téléchargeant, en les sauvegardant, en anglais to save, sauvegarder, sauver, c'est le même mot, en les téléchargeant dans un monde virtuel. Autrement dit, ce sont les humains et non les bouquins qui sont numérisés. Jasper Fforde, pour sa part, se sert d'humour sciemment anachronisant, je crois que j'ai inventé ce mot, décrivant par exemple des mises à jour de logiciels de Clay Tablet version 2.1 à Vellum Plus, de Scroll à Book version 9, nous rappelant ainsi qu'un changement de support n'a rien de nouveau. Mais la série fantaisiste souligne aussi les dangers potentiels de la numérisation, là où des critiques tels que Nicholson Baker, auteur de Double Fold, Libraries and the Assault on Paper, se concentrent sur les fautes ou pertes de sens qui peuvent se produire lors d'un changement de support, microfilmage, numérisation. L'auteur Ford crée Goliath, une entreprise globale, non sans ressemblance à Google, qui cherche à contrôler la grande bibliothèque au moyen de nouveaux logiciels. Et c'est la citation sur l'exemplier. That's the beauty of Ultraworld. We have the great library within our control. With the source text at our fingertips, we can do anything. History will be good to us because we are the ones who shall write it. Dans le cas de Biblioquette de Stephanie Benson, les risques s'avèrent plus précis. Le roman policier s'ouvre dans la bibliothèque universitaire de Lyon avec le meurtre d'un historien assassiné suite à sa découverte d'une société responsable de la numérisation de livres de bibliothèque, agissant de manière à effacer toute référence à la Shoah ainsi qu'aux autres génocides. Et voir dans ce contexte The Case for Books de Robert Darnton, qui s'oppose au Google Book Project, surtout qu'il appelle la création de la plus grande bibliothèque numérique du monde. Il s'oppose au Google Book Project là pour ce qu'il y voit de marchandisation et de privatisation du savoir. Tout comme les œuvres littéraires insistent sur le codex comme objet matériel, elles mettent en valeur l'existence de la bibliothèque en tant que lieu physique. Plusieurs pages du Kafka on the Shore de Murakami, par exemple, sont consacrées à une visite guidée de la Komura Memorial Library, nous en faisant découvrir en même temps que le protagoniste l'histoire et le décor dans ses moindres détails, des rideaux flottants au canapé confortable à la rampe d'escalier en ébène, si poli qu'on aurait peur d'y laisser une tache en la touchant. Bien que le monde romanesque de Ford soit celui de la fantaisie, sa grande bibliothèque est elle aussi décrite avec précision. Nous apprenons ainsi qu'on y trouve en plus des rayons d'imprimés, des bustes en marbre, des lampes de travail en cuivre aux abat-jours verts.
Et bien que les 2 épisodes de Doctor Who se déroulent au 21e siècle sur une planète dotée d'une technologie en avance sur la nôtre, on y découvre les mêmes rayonnages en bois, remplis de codices, et les mêmes lampes aux abat-jours verts. Dernier exemple, la trilogie de Ruiz Zafón, dont le protagoniste bibliophile explique à plusieurs reprises la route à tracer à travers Barcelone pour arriver au Cementerio de los Libros Olvidados. Je m'excuse d'avance pour mon espagnol. Il est peu surprenant donc que des lecteurs de Ruiz Zafón et de Murakami se soient mis en tête de retrouver parmi les vraies bibliothèques celles qui auraient pu inspirer les fictives. Toutes ces représentations littéraires de la bibliothèque comme lieu physique sont des constructions nostalgiques qui remontent non seulement à une époque antérieure à la numérisation, mais qui précèdent aussi celle de la multiplication des médiathèques. On ne trouve rien dans ces textes littéraires de la bibliothèque qui s'apparente à des Starbucks wannabe, c'est l'expression de James Gleick. La bibliothèque matérielle reste donc figée dans le passé, mais qu'en est-il de la bibliothèque idée, porteuse de métaphores et source de paradigmes? Prenons 3 exemples. L'idée de la bibliothèque universelle, la bibliothèque vouée à la destruction, la bibliothèque comme métaphore de la mémoire. La bibliothèque universelle est le plus souvent évoquée par rapport à celle d'Alexandrie, ainsi que celle fictive de Borges, la bibliothèque de Babel. Survit-elle dans les textes littéraires contemporains? Oui, mais sous forme diminuée. Sans doute Ruiz Zafón en avait-il l'idée en tête. La gardienne du Cementerio de los Libros Olvidados est décrit comme a medio camino entre Caronte y el bibliotecario de Alejandría. Le Cementerio est une structure labyrinthique de Geometria Impossible, clin d'œil peut-être aux galeries hexagonales de la bibliothèque de Borges. Malgré ces allusions, El Cementerio manque clairement d'ambition universelle, servant plutôt de lieu d'asile pour tout livre non lu, abandonné, épuisé. Le désir de tout amasser se voit remplacé par l'espoir de préserver ne serait-ce qu'une partie d'une totalité perçue comme vulnérable. Même atténuation dans Doctor Who, là où la bibliothèque de Babel borgesienne s'ouvre sur les mots El universo que otros llaman la biblioteca et nous propose une bibliothèque qui contient tout ce qui a été et sera écrit. La bibliothèque visitée par le docteur n'est pas un univers, seulement une planète. Elle n'existe que depuis plusieurs générations et pas comme celle de Borges depuis toujours. Et bien qu'elle soit dotée de tous les livres jamais écrits, il lui manque les œuvres issues de l'avenir. Pourquoi une telle diminution d'ambition? D'abord, je dirais, à cause de la masse toujours croissante de connaissances ou d'informations qui rendent tout rêve d'acquisition totale toujours plus irréalisable, mais surtout parce que ce désir de tout amasser se manifeste aujourd'hui en dehors de la bibliothèque. Comme le suggère Gleick, c'est sur l'exemplier, ce sont les Wikipédiens qui de nos jours consider themselves as the library's heirs, their mission the gathering of all recorded knowledge. Et selon Alberto Mangel, sur un ton plus résigné, if the library of Alexandria was the emblem of our ambition of omnipotence, the web is the emblem of our ambition of omnipresence. The library that contained everything has become the library that contains anything. La bibliothèque d'Alexandrie est associée non seulement à une politique d'acquisition exhaustive, mais aussi à l'incendie qui l'aurait rasée, paradigme de la destruction qui figure dans Die Blendung de Canetti et Il nome della rosa de Eco, parmi d'autres. De même que la bibliothèque universelle, la bibliothèque détruite n'apparaît dans mon corpus que de manière allusive. 2 incendies de bibliothèques sont bien mentionnés dans S de Dorst et Abrams, ou plus précisément dans Ship of Theseus, mais ce sont des sinistres historiques remontant à des siècles antérieurs. Quant à la bibliothèque où travaillent les étudiants Jen et Eric, elle reste intacte. Même procédé chez Ford et Williams, qui tous deux font allusion à la destruction sans l'infliger pour autant sur leur propre bibliothèque diégétique. Dans le cas de Bibliothèque de Benson, si un historien met le feu à la bibliothèque universitaire, c'est surtout pour attirer l'attention sur les crimes numériques et le feu est par ailleurs rapidement éteint.
Deux raisons se présentent pour expliquer cet apparent dépassement du paradigme de la destruction de la bibliothèque. Premièrement, la destruction physique, incendie, bombardement, s'est vue remplacée par une autre, moins visible, mais sans doute plus insidieuse, la numérisation. Deuxièmement, et les deux explications sont évidemment liées, parce que ces bibliothèques littéraires sont des bibliothèques fantasmées, des constructions nostalgiques dont la charge affective va de pair avec l'intégralité et donc l'indestructibilité. La toute première page de The Library and Illustrated History de Stuart Murray annonce que la bibliothèque représente the collected memory of the human race. Maintenant que la mémoire est associée aussi souvent aux disques durs qu'aux réseaux neuronaux, on s'attendrait à ce que ce lien entre la bibliothèque et la mémoire culturelle subisse des modifications, et c'est bien le cas. Dans un renversement de valeurs, c'est la bibliothèque universitaire de Biblioquette, par exemple, qui représente une anti-mémoire, tandis que l'historien amateur de codex, je cite, avait une mémoire phénoménale, ne se trompait jamais. Son ordinateur, par contre, se voit parfaitement amnésique, le disque dur effacé par les cybercriminels. Ce renversement de paradigme liant maintenant perte ou corruption de mémoire à la bibliothèque se révèle également dans The Librarian d'Elizarov, texte dans lequel les mots bibliothèque et salle de lecture se réfèrent à des groupes de lecteurs qui se rassemblent autour d'un ou plusieurs livres qui confèrent à ceux qui les lisent des pouvoirs surnaturels, force, mémoire, etc. La salle de lecture pour laquelle le narrateur Alexei sert de bibliothécaire est dédiée aux livres des mémoires, dont la lecture garantit la joie et la détermination qui découlent de souvenirs heureux. Seul Alexei, bibliothécaire, ne se laisse pas duper, se rendant compte que le passé évoqué, celui de sa petite enfance et donc de l'époque soviétique, n'est qu'un cadeau trompeur, un mirage. Il n'y a que les romans historiques de Ruiz Zafón pour maintenir un lien entre mémoire et bibliothèque. Le protagoniste de La Sombra del Viento remarque le contraste entre El Cementerio et le monde extérieur qui, lui, semble tout oublié ou refoulé des violences de la guerre civile et de ses suites. Selon certains critiques, toutefois, Ruiz Zafón aurait soumis la politique et l'histoire aux péripéties personnelles de ses personnages, et il est vrai que les troubles familiaux abondent dans la trilogie, de père abusif aux mères disparues à l'inceste. On pourrait s'y attendre dans ces textes néo-gothiques et mélodramatiques, mais le même phénomène se répète ailleurs. Dans Doctor Who, c'est un père qui construit la bibliothèque pour sa fille malade et qui, à sa mort, la télécharge dans l'ordinateur au centre de la planète. La narratrice de History of the Rain, qui reçoit elle aussi une bibliothèque de son père, bien que de manière plus conventionnelle, perd son petit frère qui se noie dans la rivière, son corps a jamais disparu. En bonne Oedipe, le protagoniste de Murakami tue apparemment son père, couche non seulement avec sa mère bibliothécaire, mais aussi avec sa sœur. Enfin, l'étudiant Eric de S de Dorst et Abrams prononce à un moment « Looks like everyone's worried about their fathers ». Il n'est pas dans mon propos de faire une étude psychanalytique de ces textes, pas aujourd'hui en tout cas, bien qu'ils s'y prêtent. Je voudrais seulement signaler que dans tous les cas, la bibliothèque et les drames psychiques familiaux s'imbriquent étroitement. Ces bibliothèques littéraires représentent des espaces Heimlich, sorte de foyers secondaires fantasmés. El Cementerio de los Libros Olvidados est un lieu donde los libros nunca mueren y donde nadie puede destruirlos. Donc, où les livres ne meurent jamais et où personne ne peut les détruire. Et si vous remplacez le mot livre par la phrase ce qu'on aime, qui ne meurt jamais et ne peut jamais être détruit, je crois qu'on perçoit un aspect du fantasme, qu'un aspect de ce fantasme de la bibliothèque se révèle. Cependant, comme Freud nous le rappelle, le Heimlich est aussi ce qui doit rester en famille, caché hors de vue. Le corps de la petite fille des 2 épisodes de Doctor Who, celui du frère noyé de History of the Rain, tous les parents portés disparus et tous les pères abusifs. La bibliothèque relève aussi du liminal, d'abord parce que c'est un lieu public qui pousse à une activité privée, mais surtout parce qu'à l'opposé des archives, c'est un lieu qui, à un certain moment, s'associe à l'enfance. Qui ne se rappelle pas ses premières visites à la bibliothèque,
à l'âge difficile où l'incertitude plane encore sur le sexe et la mort. En fait, ça dépend de votre âge. Les représentations littéraires de bibliothèques-lieux et de livres-objets, ces représentations hors du temps, hors de leur temps, font appel, consciemment ou non, à un temps perdu, d'une part, et à une enfance irrécouvrable de l'autre. Mais il ne s'agit pas que de rétrospection. Ces textes reconnaissent aussi l'emprise des nouvelles technologies numérisantes et les inscrivent avec autant d'humour et de créativité que d'appréhension. Aujourd'hui, le temps passe vite. Les générations de nouveautés technologiques ne vont plus de pair avec les générations biologiques. Reste à voir si le codex et la bibliothèque Heimlich seront bientôt tout à fait effacés de l'imaginaire populaire. Je vous remercie.